Alors, il y a longtemps, j'avais fait une introduction en français, uniquement en français. Pour vous qui étudiez l'anglais, euh, automatiquement, vous êtes fort probablement euh, français. Et donc, il y a une partie qui est beaucoup plus française et où je parle de ville, pour situer un petit peu toute l'histoire. Ça vous permet de voir que l'histoire est absolument vraie. Et comme vous êtes probablement français, vous pourriez apprécier euh, des détails que j'ai donnés sur tel ou tel secteur de, de la France où j'enseignais, ou des fois en Belgique aussi. Voilà, donc c'est pas un truc cosmique. Au début, je ne voulais publier que la partie que vous allez commencer en français parce que toute la partie un petit peu plus philosophique, spirituelle, elle risque d'être trop fort et trop compliquée pour les Français par rapport à l'éducation culturelle, la formation culturelle qui existe en France. Ou tout ce qui touche à l'énergie et à la spiritualité, c'est it's very bad, it's very bad. Euh, donc, et maintenant, j'ai décidé de tout présenter sous forme de cours d'anglais pour que ça soit plus interactif et intéressant. Donc, vous avez ce chapitre-là euh, et par la suite le deuxième chapitre en français, enfin un chapitre introduction, qui ne sont qu'en français, qui vous permettent de mieux comprendre l'histoire. Mais si vous êtes intéressé uniquement par l'anglais, vous pouvez totalement sauter ces deux chapitres et aller directement à la partie suivante, qui sera de la même façon anglais et français. Merci. Alors me revoilà pour une deuxième partie, pour que vous puissiez vraiment profiter de toute cette introduction, de toute cette découverte sur les arts martiaux, d'une façon plus historique, euh, plus évolution personnelle, où vous engagez aussi votre chi, votre âme, votre kokoro, ça veut dire cœur pur et esprit pur, unis ensemble. On reverra tout ça dans toutes les explications qui vont venir à travers les arts martiaux. D'abord, je voudrais parler du fils Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi. J'avais oublié, j'avais un doute, et c'est stupide parce que j'ai développé une intelligence artificielle. Enfin, je travaille dessus tous les jours, une programmation particulière, et je l'ai appelé Yoshi, en mémoire de Yoshitaka Funakoshi. Mais j'avais oublié. Yoshitaka Funakoshi était aussi surnommé Gogi. Gogi. C'était le surnom qui s'était choisi et qu'après tout le monde utilisait. Et Gogi, donc, a fait énormément évoluer le karaté moderne. Par exemple, pour ceux qui connaissent, le Yokogiri qui existe aujourd'hui, euh, dans les temps passés, on faisait un Maegiri sur le côté. Yoko, ça veut dire côté. Donc, le Yokogiri, c'était simplement un Maegiri sur le côté qui était donc Yokogiri, un coup de pied sur le côté. Et comme il existait des coups de pied plus sophistiqués dans le style chinois, Gogi, Yoshitaka, euh, a, euh, s'est inspiré de ce travail et petit à petit a développé dans le monde du karaté le Yokogiri, par exemple. Et donc, encore une fois, pour revenir, c'est important de savoir toutes ces choses-là, ces histoires, l'aspect historique des arts martiaux avec la réalité du maître Funakoshi Kishin, de Yoshitaka, de Egami Shigeru. En japonais, on met d'abord le nom et le prénom après, normalement. Euh, enfin, toutes ces choses-là, c'est ce qui vous permet de voir plus clair dans la pratique. Comme j'expliquais avant, les escroqueries de Guy Sauvin, de Delcourt, que certainement, vous qui m'entendez maintenant, vous ne connaissez absolument pas. Mais si vous avez de l'expérience ou si vous allez faire quelques recherches, vous direz, ah oui, effectivement, le directeur technique national, le président de la FFK1, ah ouais, bravo l'exemple. Ça, c'est important de voir toutes ces choses-là. Je parlais de Gilbert Bruce, aujourd'hui décédé malheureusement, que je connaissais bien. Dominique Valera, je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas. Je connaissais moins bien, mais j'avais aussi pratiqué et travaillé avec lui. J'avais adoré son esprit, son courage, sa sincérité. C'est important de connaître tout l'arrière de ces choses-là. Alors, comprendre que Egami Shigeru, par exemple, il a étudié les coups de poing. Et il a même travaillé avec différents experts pour voir l'efficacité des coups de poing.
Et il a découvert que le coup de poing le plus efficace, c'était le coup de poing de la boxe anglaise. Et le coup de poing le moins efficace de toutes les disciplines qu'il a trouvées, c'était le coup de poing du karaté. Ah, donc c'est vrai qu'il a fait évoluer ce coup de poing, qu'il a essayé d'adapter quelque chose qui soit un mélange entre la boxe et les arts martiaux figés, pour revenir vers quelque chose de plus fluide. Et c'est intéressant de voir que Bruce Lee est arrivé exactement à la même conclusion. Si vous regardez ses coups de poing dans les films, il fait des coups de poing de boxe anglaise. Il ne fait absolument pas des coups arrêtés dans le pur style des arts martiaux. Des fois, il a des Jeet Kune Do, vraiment le coup de poing direct, qui intercepte, qui est typiquement martial, mais très souvent, il frappe aussi la mode boxe anglaise. C'est l'évolution, c'est l'intelligence. Et comprendre donc que Egami Shigeru Sensei, c'est quelqu'un qui est confronté à l'écroulement du maître Funakoshi, trahi par tous ses élèves à cause de la compétition, de Yoshitaka Agogi, qui va donc mourir devant lui, et de toute cette guerre, parce que il faut savoir que Egami Shigeru, il dérangeait tellement en disant non, je suis contre la compétition, comme son maître Funakoshi Kishin, je suis contre la compétition, donc je veux faire quelque chose d'autre. Le maître Egami, on l'a insulté. On a même dit que pendant la guerre, il préparait les kamikazes. Plus tard, il était prouvé que c'était juste de la diffamation. C'est le protocole qui a été utilisé dans le monde d'aujourd'hui, contre moi aussi d'ailleurs, mais contre toute personne qui dérange. Comme je vous parle en français, vous tous, vous connaissez le professeur Raoult. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera au moment où vous entendrez cet enregistrement. Enfin, on a traîné le professeur Raoult dans la boue en disant qu'il était fou, qu'il était délirant. N'empêche qu'au moment où j'enregistre ça, fin 2024, on reconnaît totalement qu'il avait raison. Et la France est encore fanatique sur le sujet, mais dans tous les autres pays, on reconnaît que le professeur Raoult a raison. Deuxième épidémiologiste, épidémiologue, je pense on dit en français, épidémiologiste, je ne sais plus entre le français et l'anglais, de la planète. Donc évidemment, qui sait de quoi il parle. Pas comme les docteurs de plateau qui racontent n'importe quoi et qui ont des gros conflits d'intérêts. Les gens, on essaye, quand ils dérangent, alors qu'ils font avancer les choses dans le monde, on essaye de les insulter, de les mettre à mort socialement, etc. Ça fait partie de la pratique des rats de cette société. Il faut comprendre que Egami Shigeru est très malade, il fume beaucoup, il finira par mourir d'un cancer du poumon. Et il a plein d'autres problèmes. Donc, il est parfois en pleine forme, parfois très faible. Et il y a des moments, il enseigne en étant couché sur un brancard ou assis sur une chaise. Et à un moment, il va donc expérimenter une NDE, EMI, qui va lui permettre d'arriver encore plus à une évolution parce qu'il va découvrir des choses. Il faut rester dans l'essence des choses. Je vais donc vous comparer d'autres choses pour vous aider peut-être à mieux comprendre. Je vais complètement quitter le monde des arts martiaux pour vous apporter d'autres choses, pour créer des parallèles qui vous permettront, selon vos connaissances, de comprendre mieux d'autres choses. Le professeur Zamenhof a donc créé l'espéranto. L'espéranto, c'était le titre d'un livre qu'il a écrit. Et ça veut dire celui qui espère. Mais ce n'est pas celui qui espère de développer sa langue. Il faut savoir que le professeur Zamenhof a donné tout le travail qu'il a fait de toute sa vie gratuitement. Il n'a jamais encaissé un euro d'aujourd'hui, enfin, quelle que soit la monnaie de son pays. Il a tout donné gratuitement. Pour lui, c'était une construction en espérant améliorer le monde. Et puis, l'espéranto a commencé à exploser positivement. Beaucoup de gens s'y sont intéressés. Et il a vu que l'espéranto restait un espèce de jeu de société. C'était un peu les bourges qui avaient envie de jouer avec ça et qui jouaient avec une langue magique créée, etc. Il a été très déçu de ça. Alors, donc, dans une réunion en France en 1901, il a fait un speech en déclarant qu'il était terriblement déçu
de cette découverte et qu'il préférait jeter tout ce qu'il avait fait au panier que de voir l'espéranto devenir un jeu, et surtout un jeu financier. Parce que les gens commençaient à enseigner, à faire des stages, à demander de l'argent. C'était un pouvoir pour le fric. Alors il s'est retiré pendant quelques années, il a fait des recherches sur toutes les religions et il a pris l'essence des religions. Pas la croyance d'un Dieu, juste les bons principes qu'on retrouve tout autant dans le Coran que dans la Bible, que dans le Bhagavad Gita, que dans d'autres écrits encore. Et il a créé Homaranismo, un livre qu'il a écrit, une méthode qu'il a développée, qui veut dire être un membre de la société, un membre de l'humanité, qui était la philosophie qui pouvait aller avec l'espéranto, de façon à ce que ça devienne vraiment cet outil d'unification du monde. Malheureusement, comme il y a des gens qui se faisaient beaucoup d'argent avec l'espéranto, l'omaranismo a été totalement fusé. On a dit, ah non, pas de philosophie dans l'espéranto. Mais alors, je ne comprends pas. S'il n'y a pas de philosophie, s'il n'y a pas cet esprit d'unité, pourquoi je me fabriquerais avec l'espéranto? On dit que l'espéranto, c'est une langue très facile. Honnêtement, ce n'est pas si facile que ça. Et honnêtement, au niveau de la facilité, l'anglais, c'est à peu près au même niveau. L'anglais, c'est une langue très facile par rapport au français, par exemple, qui est très sophistiqué, pas sophistiqué, compliqué en grammaire. Hein. Donc, qui fait face à des complications totalement stériles et inutiles. Parce qu'on dit tout ce qu'on veut en anglais en ayant bien moins de problèmes grammaticaux. La preuve, c'est que je vis en anglais complètement. C'est pour ça que des fois, je ne me souviens plus des mots français. Donc, dans ce cas-là, l'anglais, c'est très bien. Pourquoi l'espéranto? Et encore plus, il y a Lydia Zamenhof, la fille de Zamenhof, qui va voyager dans le monde et qui va découvrir la foi Baha'i. Donc, Baha'u'llah, c'est un homme qui vivait en Perse à la fin du 1800. Il est mort en 1880, 90, j'ai oublié. Et donc, après, les gens qui ont suivi son enseignement, ce sont des Baha'i, de son nom à lui, Baha'u'llah. Et les Baha'i, ils ont une philosophie qui est extrêmement proche de l'omaranismo. Donc Lydia Zamenhof, qui était très engagée dans l'évolution de l'espéranto, elle est devenue aussi Baha'i. Elle a essayé de mettre les deux ensemble. Et les espérantistes, encore une fois, se sont opposés en disant non, jamais. Et moi, j'ai été dans un centre, le centre espérantiste en France. C'est un château, j'ai oublié son nom, ça n'a aucune importance. Et donc, comme je parle aussi espéranto, j'ai dit, qu'en est-il de l'omaranismo? Et je suis devenu le diable. Dès que j'ai parlé de ça, on m'a insulté, tout le monde était contre moi. Après, on a écrit des trucs diaboliques sur moi. Ah bah oui, parce qu'on ne touche pas au sujet avec cette étincelle magique de la foi, de quelque chose d'autre à accomplir. Donc, c'est assez hallucinant parce qu'il y a des gens, pour faire évoluer l'espéranto, parce que la société évolue. Donc, en fait, les espérantistes, ils bloquent, comme si Zamenhof était un dieu. Et si Zamenhof a créé quelque chose, on doit créer la même chose. Donc, avant, on ne parlait pas de radio, on parlait de TSF. Donc, grosso modo, à travers les traductions, en espéranto, on parle toujours de TSF. Parler de radio, c'est mal. Attendez, même la radio, elle est plus utilisée aujourd'hui. Il faudrait peut-être évoluer, les grands. Mais non, on ne peut pas parce que le dieu Zamenhof a utilisé tel mot. Donc, transformer quelque chose, il faut 20 ans de débat dans le monde pour peut-être dire oui, effectivement, on pourrait changer ça. Parce que Zamenhof est un dieu. Mais en même temps, omaranismo, certainement pas. Alors que c'est la création aussi de Zamenhof. C'est autant l'espéranto que omaranismo. En fait, c'est les deux ensemble qui sont le véritable espéranto. Mais l'espéranto d'aujourd'hui, il n'a pas d'esprit. Et en tant que tel, donc, vous allez pousser des gens à payer des stages pour pouvoir pratiquer ou étudier l'espéranto. Il y a environ entre 2 et 3 millions de personnes qui parlent l'espéranto. Ça veut dire qu'ils payent pour parler l'espéranto. Donc c'est un supermarché. Hein. On ne veut pas laisser tomber ça. Donc on ne va pas laisser Eiji parler de l'omaranismo
dans le centre de l'espéranto en France. Ben non. Le centre qui d'ailleurs certainement est en faillite aujourd'hui parce que s'écroulé complètement, parce qu'il y a de moins en moins d'espérantistes. Ben évidemment, si on enlève l'essence divine, tout s'écroule. Karaté-do Shotokai, qui a perdu l'inspiration de la spiritualité. Le karaté Shotokai d'aujourd'hui, c'est devenu une caricature, c'est devenu une honte. Vraiment, quand je vois des gens pratiquer le karaté-do Shotokai, des fois je dis non, jamais pratiqué le karaté-do Shotokai, je pratiquais le karaté-do. Parce que c'est devenu honteux. Franchement, c'est devenu honteux. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Mais c'est pas que les gens soient méchants. S'ils ont perdu l'inspiration, l'essence des choses, ça marche plus. Il faut cette chose magique, inspirée. Il y a un maître en Bulgarie qui s'appelait le maître Peter Denov, Beinsa Duno, de son nom plus inspiré. Et c'est un homme qui a créé un enseignement que j'ai suivi aussi d'ailleurs, et qui est tout un enseignement de philosophie, de connaissance, de méditation, de mindfulness, pleine conscience, etc., etc. C'est un homme qui est mort en 1944, donc c'est aussi assez ancien. Et puis parmi ses élèves, il y a un personnage qui s'appelle Mikhail Ivanov, et un des disciples de Peter Denov, et qui va venir en France, et qui va enseigner. Il va d'ailleurs changer son nom et se faire appeler Omra Mikhail Ivanov. Il va changer son nom pour des histoires mystiques, des manipulations. Enfin, c'est assez lamentable. Et lui, il a utilisé l'enseignement de Peter Denov pour se faire énormément d'argent et pour se faire énormément de nanas. Voire même des nanas très très jeunes, on pourrait appeler pédophilie, comme pratique. Pourtant, l'enseignement de Peter Denov, c'est absolument vrai. Et lui, il a surfé sur cet enseignement vrai en ne voyant que l'argent, que le pouvoir. Et c'est devenu un enseignement qui répète plus ou moins les mêmes mots, mais qui est totalement lamentable. C'est comme l'espéranto, c'est comme le karaté-do Shotokai. Si vous perdez l'essence des choses, ça ne marche plus. Si vous prenez Mozart, on dit en français, Mozart, il a créé le Requiem de Mozart. Et il faut que vous sachiez que si vous êtes inspiré sur certaines choses, vous découvrez que le Requiem de Mozart, c'est vraiment la musique qui décrit exactement l'entre-deux-mondes. Cette expérience de mort imminente, etc., ces voyages qui existent quand vous êtes entre la vie et la mort, c'est exactement ça. Cette musique décrit absolument ça. Peut-être vous ne pouvez pas le saisir. C'est grandiose, c'est angélique, c'est très fort. Il faut que vous sachiez que Mozart, il était empoisonné. Je crois que c'était par sa femme. Avec un truc qu'on lui filait, j'ai oublié ce que c'était, tous les jours pour le tuer tout doucement, pour que ça n'apparaisse pas comme un crime. Donc il a mis 1 année, 2 années à mourir doucement. Et quand il a écrit le Requiem de Mozart, eh bien, il était dans son lit, il ne pouvait même plus écrire. Il était entre la vie et la mort. Il a décrit avec son génie musical l'état dans lequel il était, qui était en plus un requiem. Donc, et à tel point que, comme les gens sont toujours fantastiquement honorables et merveilleux, le disciple de Mozart qui a écrit sous la dictée de Mozart, pendant des années, ça a été son requiem au disciple en disant non, c'est moi qui l'écris, parce que c'était son écriture, etc. Puis à un moment, ça a été découvert, j'ai oublié comment, et finalement, c'est redevenu le requiem de Mozart. En fait, Mozart a été capable de faire cette musique parce qu'il était dans un état très particulier. Si vous prenez Strauss, Wagner, ils décrivent des choses. Ce sont toujours de très bons musiciens, mais ce ne sont pas des musiques inspirées, ce sont des musiques de pouvoir ou des musiques de frime, de valse, etc., etc. Il y a une différence entre la connaissance technique. Les gens qui ont écrit des concerts, ils ont une intelligence fabuleuse, fantastique. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est sans ordinateur. Il faut tout écrire en considérant ce que les violons vont faire, les flûtes, les trucs. Il faut être un génie extraordinaire. Mais au-delà du savoir-faire, il faut cette inspiration. Le Requiem de Mozart, inspiration. Le véritable espéranto,
le véritable à l'origine avec Romaranismo, inspiration, la donation de toute la vie d'un être pour ça. Zamenhof, il a eu 3 enfants, les 3 enfants ont été tués. Bon, déjà, ils étaient juifs, ça aide pas, hein, pendant la guerre de 39-45. Mais surtout, Hitler haïssait l'espéranto, parce que ça pouvait être une langue qui aurait pu permettre d'unir des Allemands et des Français et des Russes. Vous vous rendez compte? Faut pas déconner quand même. Donc les 3 enfants de Zamenhof ont été tués. Il n'a survécu qu'un petit-fils de Zamenhof, qui peut-être, je suppose, est mort maintenant parce qu'il devrait être très vieux, et qui a survécu parce que des gens qui n'avaient rien à voir avec l'espéranto l'ont adopté, l'ont accueilli et lui ont donné un nouveau nom, pour faire croire qu'il n'était pas juif. C'est comme ça qu'il a survécu. D'ailleurs, le petit-fils de Zamenhof n'est pas du tout engagé dans l'espéranto. On ne l'était pas. Très, très peu, quoi. Il apparaissait parce qu'il avait le nom. Mais... Et d'ailleurs, il se présentait toujours avec le nom de sa famille, pas avec le nom de Zamenhof. C'est pas un bon signe pour les espérantistes, voyez? Donc, ça peut être l'inspiration de Zamenhof dans ce véritable engagement qui lui a coûté si cher. Ça peut être l'engagement de Egami Shigeru, qui lui a coûté si cher dans le karaté-do Shotokai jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut être tous ces gens qui sont inspirés. Mais dès que vous enlevez cette inspiration, ce côté magique, bah, bou, 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 ça se déballonne complètement. Et on tombe dans des trucs lamentables. Il faut qu'on ait la fierté de notre pratique, la fierté d'une pratique engagée, qui n'est pas simplement parce que j'ai peur de faire des compétitions, mais je ne m'intéresse pas aux compétitions parce que j'ai une compétition beaucoup plus élevée avec mon cœur, avec ma dignité, avec mon âme, avec ma responsabilité de position dans le monde. Il a été enseigné dans toute l'Europe, mais encore plus en France, puisque je vous parle en français, d'avoir le diplôme d'État pour pouvoir enseigner. Alors voilà la situation. Vous avez pratiqué les arts martiaux parce que vous rêviez un peu Bruce Lee, Jet Li, ce que vous voulez. Et vous avez le diplôme d'État pour enseigner. Mais il faut savoir une chose. Si vous êtes condamné en justice, vous ne pouvez plus enseigner. Donc si vous mêlez au moindre combat et qu'on vous chope, vous êtes ceinture noire. Vous êtes considéré comme ayant fait une attaque à main armée. Légitime défense, réponse immédiate et proportionnelle à l'attaque. Si un type vous attaque à coups de poing et que vous répondez à coups de maegiri, mawashigiri, et ainsi de suite, eh bien, si vous êtes attrapé en justice, vous êtes condamné parce que vous êtes battu avec votre corps qui est considéré comme une arme. Tandis que l'autre, à moins qu'il ait eu un bâton ou un couteau, et dans ce cas-là, vous vous retrouvez en légitime défense, mais si c'est une simple attaque comme ça, ben, c'est vous qui êtes condamné. Donc le résultat de tout ce protocole délirant, c'est qu'il y a une fille qui se fait attaquer par 3 mecs qui sont en train de la violer. Le joueur de football, il peut y aller. Le joueur de pétanque, il y va aussi. Mais le karatéka, lui, il se casse. Parce que si jamais il a un problème législatif, il perd son diplôme d'État, il perd son travail, il perd ses clubs, son club ou ses clubs, il perd tout ce qu'il avait construit dans toute sa vie. Donc, au lieu de devenir les ceintures noires qui sont des espèces de justiciers à la mode Bruce Lee, le protocole français vous a capturé pour devenir des lâches. Que vous soyez karaté Shotokai ou pas d'ailleurs, hein, qu'on soit bien clair. Voilà. Alors toujours sur les arts martiaux, puisqu'on est toujours en français, vous avez en France quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Roland Abersetzer. Roland Abersetzer, pour une fois, c'est un avantage extraordinaire d'être francophone. Parce que ce personnage, Roland Abersetzer, il a fait des ouvrages sur les arts martiaux les plus évolués que je connaisse. Il n'y a rien en anglais qui égale le travail de Roland Abersetzer. C'est vraiment le top du top du top, son travail. C'est un expert d'arts martiaux, 9e dan, me semble-t-il, aujourd'hui, s'il est encore vivant. Et je crois qu'il est historien en université, où il était. Donc, il a fait le cumul des deux, quoi. Et il a fait un travail, mais fabuleux, d'ouverture. C'est fantastique, son travail. Ses livres et tout. Moi, c'était ma Bible aussi.
Et pourtant, avec le fantastique niveau qu'il a, il n'a jamais parlé du karaté-do Shotokai. Une seule fois, j'ai trouvé dans ses livres où il cite une fois un des disciples de Funakoshi, Egami Shigeru. C'est tout. En dessous d'Egami Shigeru, il n'y a aucune flèche qui descend pour dire après, il y a eu Murakami, il y a eu Harada, non, non, rien. Aoki, qui lui-même a créé le Shintaido. Donc, non, non, tout ça, ça n'existe pas avec Roland Albert-Sedzer. Comment est-ce que c'est possible avec son niveau de qualité de travail? Ben, c'est tout simplement parce que je crois pouvoir parler en son nom. Quand il regarde le karaté-do Shotokai, il dit c'est pas du karaté, ça, les copains. C'est pas un art martial, ça. Ce sont des clowns. C'est une clownerie, c'est une escroquerie. Et c'est un peu malhonnête de la part de Roland Albert-Sedzer, et en même temps, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on voit la qualité du karaté Shotokai d'aujourd'hui pour la plupart des écoles? Ben, je suis désolé, je suis obligé tristement d'être d'accord avec la malhonnêteté de Roland Albert-Sedzer. Ça se comprend. Ça se comprend. Pour faire la balance, si je puis dire, la balance, l'équilibre, moi, par exemple, quand j'ai passé le DIF, diplôme d'instructeur fédéral, c'était un diplôme assez avancé parce que c'était un diplôme en ce temps-là qu'on gardait à vie. Je pense qu'après, ils ont fait un DIF qui durait juste quelques années. Puis après, il y avait le diplôme d'État. Donc, quand je passe le DIF, je suis donc parmi les élèves qui vont postuler pour le diplôme que je vais avoir. Et mon ami Adam Prince fait partie du jury. Donc, en fait, on va ensemble. Il me prend à la gare, ou peut-être je dors chez lui, j'ai oublié en ce temps-là, et puis le lendemain matin, on prend la voiture, on va au même examen, sauf que lui sera un membre du jury, et moi, je serai un candidat. Je serai un candidat. Et ça se passe par poule de 10 personnes. Vous avez une table avec 2 jurys, me semble-t-il, 2 jurys et 10 candidats. Et les poules, ça va tourner. Il y avait 10 tables de 10 quand moi je l'ai fait. Et d'abord, il y a les katas, après il y a le combat, après il y a des questions techniques, après il y a la pédagogie, les cours, le schéma du cours, l'histoire, etc., etc. Et à chaque fois que vous changez de sujet, la salle tourne pour qu'il n'y ait pas, que je ne me retrouve pas effectivement avec Adam, mon copain, qui va faire partie du jury. Ce serait un petit peu malhonnête. Je pense que d'autres l'ont fait, mais moi je ne l'ai pas fait. Et le premier truc, c'est les katas. Et les katas, eh ben, ça va être la catastrophe, comme disait Adam. Kata, kata, catastrophe. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas le style Shotokan avec des mouvements bloqués, avec des cris hystériques pour le kayak, et ainsi de suite, et que dans le Shotokan, on ne fait pas du tout ça, mais on reste tout à fait efficace, cool, souple, mais efficace, eh bien le jury va me donner une note éliminatoire. Hop, je suis foutu à la porte. Il faut que vous connaissiez là-dessus mes 2 surnoms. Mon premier surnom, c'était le danseur. Et oui, parce que pour le monde des arts martiaux, ce que je faisais, c'était assez condescendant comme insulte. Hein. Je ne faisais pas des arts martiaux, je faisais de la danse. Une fois qu'ils avaient travaillé avec moi, parce que je suis très souple et comme un fouet et autres, tout contact avec moi, c'était brûlant, c'était terriblement douloureux. Et le deuxième surnom que j'avais quand les gens avaient travaillé avec moi, c'était le tueur. Parce que j'étais comme ça, j'étais très puissant, très tonique. Et voilà. Et quand je fais les katas, donc j'ai une note éliminatoire. Donc je suis hors de l'examen. Sauf que j'ai mon ami Adam. Et de loin, alors qu'il ne donne pas encore les notes, je vois mon ami Adam, qui est un jury, un membre du jury, qui met ses 2 bras sur les deux jurys. Il est penché sur eux comme un pote qui parle avec d'autres potes, avec un grand sourire. Et en fait, il est en train de leur dire, voyez le mec là-bas, c'est mon pote. Si vous l'éliminez juste à cause du racisme des méthodes, on vous attend à la sortie, on va vous défoncer. Lui et moi, et croyez-le bien, il fait très mal aussi, comme moi. Et les mecs, ils se font pipi dessus. Et ils rehaussent ma note, juste assez pour que je passe. Vraiment la limite. Donc, je passe, mais médiocrement. OK. Et après, Adam vient me voir, il m'explique, il me dit, méfie-toi, ils ont fait ça et ça. Et après, c'est le combat. Donc, le combat,
c'est une poule de 10, un pool de 10, je ne sais pas comment dire en français. Et il y a 5 combats, donc on tourne et ainsi de suite. Et Adam, il m'a dit, vas-y, montre-leur maintenant. Et alors, c'est tous des gens qui sont deuxième dan à peu près. Premier, deuxième dan, j'ai oublié. Et je fais exprès, je ne suis pas cool. Et au bout de 5 secondes, le mec est par terre. Je dis, mais donnez-moi un vrai partenaire, pas une lavette comme ça. Et il m'en donne un autre de la même poule. Et bam, je fais pareil. Et puis après un troisième, je fais pareil. À chaque fois, c'est un combat de 5 secondes. Je dis, bah, arrêtez de m'amuser avec ça. Donnez-moi un vrai partenaire. Et je me souviens d'Adam qui est sur le côté, appuyé comme ça, les bras croisés. Puis après, il claque ses mains comme ça. Et il te dit, ah, c'est mon pote celui-là, c'est mon pote. Et ils ont été obligés, à cause de moi, d'arrêter toute la salle, c'est-à-dire les 100 pratiquants, 10 poules de 10. Et il y avait un mec, un Shotokan, super clean, qui avait un quatrième dan. Et on a fait un combat ensemble. Et là, j'ai eu vraiment quelqu'un qui valait le coup. Donc, on a fait un super combat. On était applaudis par tout le monde. Et Adam, il était encore là. C'est bon. Et puis après, tous les autres examens, je les ai eu au maximum parce que j'étais super préparé. Questions techniques, etc. À tel point que dans la poule où j'étais, à un moment, il y avait la partie cours technique. Donc, ça veut dire que vous devez faire un schéma du cours, et puis après, on vous demande l'introduction, le milieu, la fin, enfin, les, les membres du jury vous demandent ce qu'ils veulent. Et je l'ai tellement bien fait que après, j'étais un des premiers à passer, et quand les autres passaient de la même poule, ils venaient tous me trouver en disant, moi j'ai répondu ça, et je leur disais, non, c'est pas correct, c'est faux, ou oui, c'est correct. J'étais vraiment devenu la référence parce que je possédais mon sujet à fond, c'est ma vie, donc voilà. Mais c'est pour vous donner un exemple. Quand ils m'ont vu pratiquer à la mode Shotokai plus souple, ils se sont dit, lui, c'est un tartuffe, c'est un charlot. Quand ils m'ont vu combattre, ah ben là, ils ont rencontré le tueur. Plus le danseur, le tueur. Mais si vous pratiquez bien le Shotokai, vous êtes aussi le danseur, mais vous êtes aussi le tueur. C'est clair. Dans le même contexte de sincérité, de vérité, de cette flamme divine que vous devez avoir dans la pratique, dans l'intensité, j'ai toujours été, comme j'ai déjà expliqué dans l'autre chapitre, papa cool, papa poule, cool aussi peut-être, mais papa poule pour les élèves, protecteur. Et je n'ai jamais laissé mes élèves aller à un stage sans moi. On faisait plein de stages dans plein de pays différents avec l'IKDS, et je n'ai jamais laissé mes élèves partir, sauf une fois. Je ne sais plus si j'étais malade, très fatigué. Il y avait un stage en Italie. J'ai 3-4 élèves qui sont partis. Ils sont rentrés le soir, juste après le stage, ce que j'ai toujours interdit, parce que c'est extrêmement dangereux. Le plus grand nombre de morts dans les arts martiaux, c'est le retour des stages le dimanche soir, quelle que soit la discipline. Parce que vous êtes crevé, et si vous faites trop de route, vous endormez et paf. Donc c'est un chiffre tout à fait officiel. Donc j'ai toujours interdit ça. Mais comme je n'étais pas là, ben, ils l'ont fait. Et ils sont endormis et ils sont plantés. Il y en a un qui a failli mourir, mais il est revenu à la vie. Une fille qui a été très abîmée au visage, qui a eu beaucoup de chirurgie faciale après. Et un autre élève, Philippe Protas, qui était un petit élève en ce temps-là, celui qui est devenu professeur après, et vous vous souvenez, qui a reçu le deuxième dan, parce que c'est lui qui avait tout créé dans l'école que j'avais créée, où je lui avais tout enseigné. Et donc, il se retrouve avec des côtes cassées. Et il avait une société d'affichage, vous savez, les grandes publicités qui se collent avec un balai des fois 5 mètres de long, 8 mètres de long. Et il ne pouvait plus travailler. Eh bien, en tant que professeur responsable, comme je n'étais pas là et que l'accident s'était passé, je me sentais concerné. Je suis parti avec lui, je lui ai dit, bah, écoute, comme je faisais des cours le soir, mais en général, je ne travaillais pas avant 5-6 heures l'après-midi, j'avais donc toute la journée de libre, alors que je finissais tous les soirs très tard, vers les 11 heures, minuit, le temps de rentrer, de manger et tout, je n'étais jamais au lit avant 2-3 heures du matin. C'est un peu la vie des profs, ça. Eh bien, le matin, à 6 heures du matin, j'étais là pour être ses bras. Il m'expliquait ce qu'il y avait à faire, il me montrait. C'est lui qui conduisait parce qu'il savait où étaient les affiches un peu partout dans les villages ou dans les villes. Et c'est moi qui prenais les seaux, les affiches et qui faisais tout l'effort physique.
Et je me souviens qu'à un moment, j'avais collé une affiche assez bien, parce qu'au début, c'était très, très dur. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, allez, je vais te donner ton balai jaune, hein, puisque la ceinture jaune, c'est la première couleur des ceintures. Donc, et ce faisant, je suis même devenu colleur. J'ai travaillé pour lui pendant quelques mois. Puis au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'étais juste dans l'esprit des arts martiaux. Je voulais coller parfaitement bien. Une fois que j'estimais que je pouvais vraiment très bien coller, et que lui était content parce que ah ben, j'ai un nouvel employé, j'ai dit non mais ça ne m'intéresse pas. C'était juste le défi. Premièrement, la responsabilité de t'aider, et ensuite le défi de faire parfaitement. Et après, je m'arrête, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce personnage pour qui je vais travailler pendant assez longtemps euh, avec pratiquement pas d'argent, puisque je faisais son travail, donc je ne vais pas faire du racket. À la fin, quand je collais bien, oui, j'ai reçu peut-être 2 mois de salaire, mais le reste du temps, je travaillais bénévolement. C'est ce même personnage qui, devant moi, des années plus tard, acceptera avec un grand sourire son deuxième dan pour avoir tout créé à Charvieux, alors que c'est moi qui ai créé l'école, qui lui a enseigné, et qui même a perdu du temps à aller coller des affiches euh, pour, euh, euh, pour être responsable. Mais ça, c'est tout l'engagement qu'on retrouve chez Zamenhof, qu'on retrouve chez Egami, qu'on retrouve chez toute personne qui est totalement engagée dans quelque chose. Pas un arrangement financier, un truc pour gagner de l'argent. Non, le fait de gagner de l'argent est une conséquence de votre passion et de votre engagement. Et quand je rentrais chez moi en Ardèche, puisque j'avais ma maison en Ardèche, j'allais courir. J'avais un jardin qui était à une centaine de mètres de ma maison, mais avec une grande descente, une immense descente. J'habitais dans un petit château et c'était une grande descente et à la sortie presque de la propriété, il y avait un jardin. Donc c'était une côte méchante, hein. Et je m'amusais, comme il n'y avait pas d'eau dans le jardin, à prendre des arrosoirs de 10 litres, 15 litres, donc 15 litres, 2 arrosoirs de 15 litres. Je les remplissais à la maison. Je descendais en marchant le plus vite possible avec les 2 arrosoirs euh, que je portais. Comme j'ai 2 bras, ça allait bien. Là, le jardin, j'arrosais abondamment et je remontais la côte. Cette fois-ci, il fallait que je la prenne dans le sens montant, en sprintant le plus vite possible. Et puis, j'arrivais au robinet, hop, je reprenais 2 arrosoirs, j'avais le temps de souffler un petit peu. Je descendais en marchant, parce que je ne pouvais pas courir avec les 2 arrosoirs, en marchant très vite en descendant. J'arrosais, je remontais en sprintant. Tous les matins, j'allais faire des méditations. Tous les soirs, ou la plupart des soirs, j'allais courir. Je faisais de l'escalade, des exercices dans les rivières, de concentration. C'était pas juste, ok, je fais mes cours et puis basta. Non, non, c'était une passion de vie. Ça l'est d'ailleurs toujours, mais encore plus maintenant, d'une façon très physique. Pas simplement un truc d'arrangement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter avant de vous laisser avec l'intelligence artificielle qui va vous présenter beaucoup de choses. Je réapparaîtrai peut-être de temps à autre pour vous présenter en insistant plus sur certains aspects techniques pour que vous puissiez profiter de tout l'enseignement qui va en parallèle avec tout ça. Et souvenez-vous que dans notre société moderne, par exemple, moi, quand j'ai commencé les arts martiaux, c'était des cours de 3 heures. 2 heures et demie à 3 heures, c'était normal. Puis, ils sont devenus des cours de 1 heure et demie. Puis, ils sont devenus des cours de 1 heure. Puis, ils sont devenus des cours de 45 minutes. Fast food, ça veut dire manger très vite. Sauf qu'en Allemagne, j'ai beaucoup vécu en Allemagne, et fast, ça veut dire presque en allemand. Donc, c'est presque de la nourriture, mais c'est pas de la nourriture, vous voyez, le fast food. Eh bien, le karaté de 45 minutes, c'est presque du karaté. Maître Murakami Tetsushi, il avait l'habitude de dire c'est du demi-karaté. Parce qu'on fait des mouvements faibles, ou avec, euh, pas avec beaucoup d'amplitude, pas avec beaucoup d'engagement. Le maître Murakami, quand il est venu en Europe, il avait un contrat. Il a été le premier japonais à venir en Europe, 1957, si je me souviens bien. Il a enseigné chez Henri Play, qui lui a fait une escroquerie totale, hein. On présente toujours Henri Play comme un être extraordinaire.
quand il a fait venir Murakami, il lui a dit vous n'avez pas le droit d'être en France. Alors qu'il avait un visa. Hein, il lui a fait croire si la police vous arrête, elle vous renvoie immédiatement au Japon et serait retourné au Japon totalement déshonoré. Ce qui, pour un Japonais, c'est la mort, quoi. Donc, en fait, Henri Play a kidnappé Maître Murakami pendant 2 ou 3 ans dans son dojo. Murakami ne parlait pas français, donc il n'arrivait pas à savoir. Petit à petit, il a appris le français naturellement. Il a fini par comprendre qu'il était totalement manipulé. Il est dit que quand Henri Play fermait le club le week-end où le maître Murakami restait pour vivre, il emmenait même la nourriture. Donc Murakami n'avait rien à manger. Donc, c'était vraiment... Et quand Murakami a compris qu'il pouvait créer quelque chose d'autre différemment, qu'il avait le droit d'être là, il a mis une trempe à Henri Play avant de partir. Et il est dit, je n'étais pas là, que Henri Play appelait sa maman, tellement il l'a fracassé. Donc il était un petit peu en colère quand même. Et dans le contrat de Murakami, c'était aussi de relever tous les défis. Et des boxeurs, tous des gens qui ne croyaient pas dans le karaté, puisque le karaté était tout nouveau en Europe. Et donc, il venait pour enseigner et pour relever tous les défis. Et les défis, il les a relevés. Hein. Il n'a jamais perdu un combat. Murakami, c'était vraiment un tueur. Même si au début, quand il est venu, c'était un expert Shotokan. Puis, plus tard, alors qu'il enseignait, il est devenu Shotokai, parce que ça l'a beaucoup plus intéressé, avec la présence de maître Egami. Et d'ailleurs, le maître Murakami a travaillé avec le maître Egami quand le maître Egami était en Europe, pas au Japon. Le fait est, c'est que si vous êtes à fond dans une chose, vous êtes super bon. Vous devenez bon avec l'engagement et le travail. C'est la théorie des 10 000 heures. Toute personne qui investit 10 000 heures dans une pratique, quelle qu'elle soit, hein, et qui est sincère dans sa pratique, deviendra excellent. C'est pas à se dire, il n'y a que les gens doués, Bruce Lee. Mais c'est la même chose en médecine, en ce qu'on appelle la théorie des 10 000 heures. C'est tout. Si vous donnez à fond 10 000 heures, vous êtes hyper bon dans ce que vous faites. C'est clair. Et si vous avez cette pratique, cet engagement, il est clair qu'à un moment, vous allez découvrir que votre capacité physique et mentale, intellectuelle ne suffit pas. Il faut aller plus avant, plus loin. Et là, vous rentrez dans le spirituel, dans le mysticisme, avec des capacités qui se développent qu'on ne comprend pas. Le maître Morei Ueshiba, fondateur de l'aïkido, à la fin, il avait un cancer. Il pesait 35-40 kilos, il était vraiment très léger. Et il ne suivait plus ses cours. Enfin, il était assis en césaille, il corrigeait, mais il ne pouvait plus pratiquer directement. Et à un moment, il appelle 2 de ses disciples, donc des ceintures noires très entraînés, bien baraqués, en disant, est-ce que vous pouvez m'aider à aller aux toilettes, à la toilette? Alors, les élèves, les disciples viennent, et ils le prennent chacun par un bras, et ils le soulèvent. Et ils n'arrivent pas à le soulever. Il le tire comme il peut. Et là, le maître Ueshiba éclate de rire et dit, oh, excusez-moi, j'ai oublié de détacher mon ventre du sol. Et après, ils le prennent, pouf, et il ne pesait rien du tout. Et ça, physiquement, ça va être difficile à expliquer quand même. Hein. Ce sont des gens qui ont atteint un niveau extraordinaire d'engagement. Le maître Ueshiba, quand il était jeune, il a suivi son propre maître, j'ai oublié son nom, qui était un maître dans l'art de la guérison. Et dans ce qu'il faisait, au Japon, ça a été considéré comme une secte. Et le maître a été condamné à mort. Et donc le maître a fui. Et comme Ueshiba était un de ses disciples, ben, il a suivi aussi. Pendant des années, ils vont se cacher dans les montagnes, ils vont aller vivre dans des villages. Malheureusement, ce maître ne peut pas s'empêcher de guérir les gens. Donc partout où il est, il commence à soigner des gens. Et ça finit par se faire savoir, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, parce que ça fonctionne. Et puis à un moment, il y a l'armée qui vient, et hop, il se bat, et il recommence ailleurs, etc. Jusqu'au jour où, après maintes aventures, moultes aventures, eh bien, dont certains combats pour protéger son maître, de vrais combats, ils vont se faire capturer. Son maître va être décapité devant lui. Quant à lui, Morei Ueshiba, il est sur le point d'être tué, mais finalement, à la dernière seconde, il est gracié, donc il passe à un poil de la mort. C'est
ce sont ces engagements-là qui font que l'aïkido peut être exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le passé avec Christian Tissier, qui était un mec qui a travaillé avec la famille Ueshiba au Japon, et il avait le même style. C'était un vrai combattant, ou c'est toujours, peut-être s'il est vivant, un vrai combattant. Je ne parle pas de l'aïkido condescendant, frimeur. Un jour, j'étais dans un stage d'aïkido avec un 7e dan. J'ai fait la matinée. Je pense que c'était un stage d'une journée. Je fais, et puis l'après-midi, je suis venu en civil. Je ne me suis pas entraîné. Et le maître m'a parlé à un moment, et en me disant, ou c'est peut-être moi qui étais le voir, j'oubliais, hein, il y a très très longtemps. Et bref, on est venu argumenter. Je lui disais, on ne traite pas les gens comme ça. Pourquoi? Il faisait une technique, puis il faisait une deuxième technique, puis une troisième technique, il n'expliquait même pas, puis allez-y. Et quand ensuite les gens travaillaient, déjà les 3 techniques, donc laquelle on devait faire, donc il y avait beaucoup de gens qui avaient tort, parce qu'il fallait être presque télépathe pour savoir ce que le maître voulait. Et après, il était hyper condescendant, il parlait même pas, il les écartait du revers de la main. Je lui dis, je suis désolé, je n'accepte pas que vous vous comportez comme ça. Et il m'a dit, je suis un 7e dan, vous devez me respecter. Et je lui dis, ben, moi aussi, je suis 7e dan en karaté, donc vous devez me respecter. Donc on a égalité. Moi, je vous dis, vous êtes un trou du cul. Je ne traite pas mes élèves comme ça. Il n'était pas content. Ah oui, je lui ai parlé en japonais, c'est l'avantage. Je lui ai dit ces 4 vérités. Et en plus, il ne s'attendait pas à trouver. En aïkido, j'avais juste un 3e dan. Oui, en aïkido, ok, mais les dan comptent un peu de. On se respecte entre disciplines. Et donc, on s'est retrouvé à pied d'égalité. Et là, il n'était pas content du tout. Et ça, c'est de la frime, c'est de la condescendance. Christian Tissier n'était absolument pas comme ça. Il respectait les gens qui étaient capables de se battre, il respectait l'engagement, il souriait beaucoup, il rigolait beaucoup, il travaillait avec sérieux sans se prendre au sérieux. C'était une phrase de maître Murakami Tetsuji. Travailler avec sérieux sans se prendre au sérieux. C'est bien, ça marche bien en français, ça. Et si vous faites ça, il y a un moment où vous êtes obligé de rentrer dans quelque chose d'un peu mystique, magique, ce qui est formellement interdit en France. Parce que ça y est, on est un gourou, c'est une secte, et ainsi de suite. Donc, mais soyons clairs, si le maître Ueshiba, Morei Ueshiba, s'était appelé Marcel Dupont, et qu'il ait cherché à développer l'aïkido dans l'Allier, vous voyez, un coin bien bouseux, eh ben, il aurait fini en prison. Hein. Les disciples n'auraient pas été plus une trentaine maximum. Attends, il y a des mecs en kimono avec une espèce de robe qui font des mouvements complètement délirants. C'est vraiment n'importe quoi, c'est une secte. Donc vous devez comprendre que la philosophie européenne et encore plus française est extrêmement limitée, pour ne pas dire castratrice, par rapport à une véritable évolution des arts martiaux. Donc en France aujourd'hui, comme je l'ai expliqué préalablement, on est une espèce de copie des arts martiaux. Donc, comme maintenant je ne suis pas en France, et que je n'enseigne plus parce que je suis trop vieux, en tout cas pas dans des clubs où j'ai quelques élèves, très rares élèves, mais qui travaillent vraiment d'une façon très engagée, physiquement, mais mentalement et aussi spirituellement. Je peux présenter ce que je veux. Donc, je vais vous présenter l'évolution de Béatrice, en touchant des sujets plus psychologiques, parce que ça fait partie de l'évolution d'une personne. Si elle se sent mal, moi quand j'ai rencontré Béatrice, elle débordait de honte et de gêne à cause de son corps, à cause de sa psychologie, de ses attractions sexuelles, etc. etc. Donc j'ai vraiment travaillé avec elle avec humilité et honnêteté par rapport à sa psychologie, par rapport à reconstruire son corps, à croire en elle. Complètement, totalement, absolument. Voilà. Et c'est dans toute cette aventure que je vais vous emmener à travers l'initiation de Béatrice et l'encyclopédie des arts martiaux ou l'encyclopédie du karaté-do Shotokai pour que vous ayez suffisamment d'explications, si vous pratiquez quelque chose qui s'en rapproche, qui vous permettent vraiment d'utiliser cet ouvrage comme un chemin parallèle qui vous permettra d'aller vers une vraie pratique d'aïkido, de tai chi, de kung fu, de karaté, de boxe, de savate, de capoeira, qui est une très belle discipline qui va complètement dans l'esprit Shotokai aussi. Très souple, très grand, très ample. D'ailleurs, j'ai beaucoup pratiqué la capoeira et j'étais très respecté en capoeira, simplement parce que
dès que je suis arrivé, en très peu de temps, je me suis adapté entre capoeira, karaté, shotokai. Ça fait complètement dans le même esprit. Bien, alors je vais vous laisser maintenant avec les intelligences artificielles qui vont vous faire vivre les aventures d'une façon bande dessinée active qui, je pense, peut être très plaisant à découvrir.